Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue en visioconférence en ce lundi 1er mars 2021, à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Katia Cochon et Joanne Pajot, de même que Messieurs les conseillers Rénald Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, sous la présidence du maire, M. Jean Robitaille. En absence motivée aujourd'hui, Madame la conseillère Caroline Patry-Jonca. Sont aussi présents le directeur général, M. François Renaud, et moi-même, le greffier, Jean-François Gerbet. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance du 1er mars est légalement constituée et ouverte à 19h30. Alors, merci, M. Gervais. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à la séance du Conseil de Château-Richer de mars 2021. Alors, avant de passer à l'adoption de l'ordre du jour, je veux vous mentionner que l'item 5.6 a été retiré et j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption. C'est Mme Pajot. Alors, merci. Et c'est adopté à l'unanimité. Alors, 4.1, adoption du procès verbal. J'ai besoin d'un proposeur. Le procès verbal de la séance ordinaire du 1er février, c'est Mme Cochon. Alors, et c'est aussi adopté à l'unanimité. M. Gervais. Alors, 5.1, les comptes généraux au 28 février 2021 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 28 février. Alors, c'est au montant de 457 491,98 incluant des salaires. Alors, je vous fais la lecture, comme à l'habitude, des montants de plus de 5 000 Alors, service matrique, 23 640,35 collecte résidentielle et commerciale. Nous avons le groupe Ultima Incorporé pour le renouvellement des assurances au montant de 99 595 municipalité de Bois-Châtel, 5 311,25 pour les cours en ligne et aussi entretien du camion-citerne pour, c'est ça, 5 311,25 Pomquip Incorporé, l'achat de vannes et tuyaux de réservoir A de l'usine d'eau potable au montant de 24 705,78 On a Pitney Works et recharge de la timbreuse au montant de 5 199,85 Simon Giguère Énergie, 6 746,69 Diesel-Terre Arctique et appel de service. On a aussi un montant de 54 999,3 à la compagnie de déneigement Daniel Lachance. C'est le versement numéro 3 pour le déneigement 2020-2021. Hydro-Québec, 21 230,85 et SSQ Groupe Financier, 6 274,1 pour les assurances collectives de 2021. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, c'est M. Vincent Bourgeois. Et c'est adopté à l'unanimité, M. Gervais. 5.2, je vais laisser la parole à M. Tremblay. 5.2, Comité des Grandes Côtes, demande de contribution financière. Considérant que la Ville est en présence d'une demande de contribution financière pour l'année 2021 du Comité des Grandes Côtes, considérant que la demande est à l'effet d'obtenir une contribution minimale de 300 de la Ville de Château-Richer afin d'aider à l'entretien du chemin des Grandes Côtes sur le lot numéro 4583004, anciennement le lot 2101. En conséquence, je propose d'autoriser la Ville de Château-Richer à contribuer financièrement à l'entretien du chemin des Grandes Côtes pour l'année 2021 pour un montant de 300 Alors, c'est approuvé à l'unanimité, M. Gervais. 5.3, M. Tremblay, s'il vous plaît. 5.3, autorisation de paiement code-part de la flux mobile 2021. Considérant que Développement Côte-de-Beaupré a préparé les prévisions budgétaires pour l'année 2021 et que ces prévisions ont été adoptées le 12 novembre 2020 par la résolution numéro 2020-CA-40 du Conseil administratif, considérant que le Conseil municipal a pris connaissance des prévisions budgétaires adoptées par Développement Côte-de-Beaupré et qu'il accepte et approuve ces prévisions budgétaires, considérant que la quote-part de la municipalité de Château-Richer a été établie à 30 147,62 représentant 6,83 par habitant pour l'année 2021. Considérant que le 6,83 est la quote-part de la quote-part inclut le transport collectif et le transport adapté dans toutes les municipalités partenaires,
En conséquence, je propose que le conseil de la municipale de Château-Richer accepte de payer la quote-part pour l'année 2021, soit une somme de 30 147,62 à Plus Mobile. Alors, merci, M. Tremblay. C'est adopté unanimement, M. Gervais. Alors, 5.4, M. Bourgeois, s'il vous plaît. Oui, autorisation de paiement de la quote-part 2021 pour le réseau Biblio de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches, considérant les planifications budgétaires soumises par le réseau Biblio pour l'année 2021 et adoptées par la résolution 2020-0211-258, considérant que la proposition a augmenté depuis les prévisions budgétaires adoptées et qu'un ajustement du montant à payer est nécessaire. En conséquence, je propose que le conseil municipal de Château-Richer accepte de payer au réseau Biblio de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches la quote-part pour l'année 2021, soit la somme de 19 788,16 plus les taxes. Merci, M. Bourgeois. C'est adopté unanimement. Alors, je vous laisse aussi la parole pour l'item 5.5. Oui, renouvellement du contrat d'assurance de l'Association des pompiers volontaires, numéro 140-540, division 30, pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Autorisation de signature. Considérant que le contrat d'assurance collective de l'Association des pompiers volontaires, numéro 140-540, division 30, vient à échéance le 31 mars 2021. Considérant la proposition du renouvellement soumise par Canada Vie à AGA Assurance Collective qui représente l'Association des pompiers volontaires numéro 140-540, division 30, considérant la recommandation favorable de la conseillère en régime d'assurance collective, Mme Stéphanie Bellil, pour AGA Assurance Collective. En conséquence, je propose de renouveler le contrat d'assurance collective de l'Association des pompiers volontaires numéro 140-540, division 30, avec Canada Vie, ancienne Great West, pour la période débutant le 1er avril 2021 jusqu'au 31 mars 2022, et d'autoriser le directeur général, M. François Renaud, à signer au nom de la ville de Château-Richer le document afférent. Merci, M. Bourgeois. Alors, c'est aussi adopté à l'unanimité. Alors, le point 6, suivi de dossier, je vais quand même faire une petite mise à jour là, sur le dossier de la voie de contournement. Alors, je vais vous donner quelques informations, mais avant, je vais quand même faire une clarification. Alors, on a sur Facebook, évidemment, là, fait des propos diffamatoires à mon endroit là, qui m'ont été envoyés aussitôt qu'elles ont été publiées. Par respect, je ne nommerai pas le nom de cette personne, mais qui mentionnait, entre autres, là, que le maire aurait des intérêts là, ou aurait des droits acquis sur des sablières dans Château-Richer et qu'il profiterait bien d'une voie de contournement. Alors, tout ça est totalement faux. On se rappelle que aussi, ça nous a été mentionné lors de la campagne électorale de 2017. Je n'irai pas plus loin là-dessus. C'est totalement faux et je vous dis que je n'ai aucun intérêt particulier pour une voie de contournement de la façon dont c'est mentionné dans ces propos diffamatoires. Ce que je demande à la personne, c'est de se rétracter, de corriger la situation où vous aurez à vivre avec ce que vous avez écrit. Alors, ceci étant dit, il y a présentement beaucoup de désinformation sur ce dossier-là. Je pense qu'on est parti bien gros sur un parc industriel qui se fera tout petit si jamais il y en a un, parce que c'est pour la priorité de la ville. Alors, je vais juste quand même peut-être faire l'état de la situation sur les carrières et sorbières à Château-Richer. Bon, premièrement, les sorbières, on en a 5. Il y en a une qui est quand même en assez gros volume, mais qui, elle, heureusement, est en fin de vie. Alors, je dirais quelques années, puis ce secteur-là, là, à la hauteur, en haut de Saint-Achillé, là, je pense qu'on va en être, ça va s'estomper, les camions qui viennent de ce secteur-là assez rapidement. Alors ça, c'est une bonne chose pour nous autres. Ça va finir par avoir une fin. Maintenant, au niveau des carrières, évidemment, oui, c'est vrai qu'en 2020, il y a eu, on a personnellement, en tout cas, la direction, on a contacté l'exploitant de la carrière qui est la plus au nord, celle qui est exploitée par Eurovia. Alors, oui, ils nous ont confirmé qu'en 2020, il n'y avait pas... ou à peu près rien d'extrait, il n'y a pas eu de dynamitage, c'est situationnel et c'est le même cas aussi pour ce qu'ils possèdent à l'Ange Gardien au niveau de leur carrière et de sorbières qu'ils ont dans le Gardien. Ça a été
Ça a été à peu près pas utilisé en 2020, de ce côté-là aussi. Puis évidemment, c'est situationnel. Par contre, ce qu'ils appellent l'unicité de la carrière de la pierre de Château-Richer va probablement être très convoitée lors de la reprise ou de l'annonce de grands travaux de la Ville de Québec, là, le projet de tramway, mais aussi le tunnel pour relier les deux rives. On était avisé là-dessus là, que c'est parce qu'il l'appelle l'unicité de la pierre de Château-Richer, qui va être très en demande à ce niveau-là. Alors, on ne peut pas dire tout simplement balayer du revers de la main là, que c'est en train de s'estomper, puis qu'il n'est pas responsable de faire ça, puis qu'il n'y aura plus de carrière bientôt à Château-Richer. Si je reviens maintenant à celle d'en bas, on nous dit certaines personnes qui évaluent que dans 10 ans, ça va être terminé. Je ne sais pas où vous prenez votre évaluation, mais si vous prenez tout le périmètre de cette carrière-là, l'exploitant peut le descendre jusqu'au niveau de l'avenue Royale. Alors, moi, je n'ai pas de capacité de vous dire combien d'années, vous allez voir, il y a plusieurs questions là-dessus, combien d'années cette carrière-là pourrait être exploitée encore, mais on peut penser que c'est beaucoup d'années. Alors, ça, c'est évident. Et celle d'en haut, il n'y a pas de limite en termes. Ils peuvent reculer tant qu'ils veulent dans la montagne. On n'a aucune limite d'utilisation. Il n'y a pas de fin de contrat entre l'exploitant et le propriétaire. Donc, ça a été vérifié. Alors, ce qu'il faut travailler, c'est sécuriser nos citoyens, sécuriser notre ville en ayant cette voie de contournement. C'est très important. Maintenant, pourquoi on a fait l'acquisition des terrains? Moi, je vous mentionne qu'en 2018, au printemps 2018, on a réussi à lever un promoteur, ou plutôt un entrepreneur qui, lui, avait commencé à négocier avec Ciment Québec pour faire l'achat, l'acquisition. Et évidemment, avant d'aller plus loin, il est venu nous demander si pour nous, ce serait possible de repartir la carrière Baker. Et évidemment, la réponse était catégorique, c'était non. On s'attendait qu'il revienne à la charge, mais suite à l'accident du DO 2018, évidemment, on n'a pas eu de demande à ce niveau-là. Mais nous autres, aussitôt que cet entrepreneur-là nous a fait part de ses intentions, c'est là qu'on a commencé à négocier avec Ciment Québec pour empêcher toute réouverture ou tentative de quoi que ce soit pour cette carrière-là, la carrière Baker. Alors ça, c'est important. Je pense que c'est un move très important que la Ville a fait, d'autant plus qu'on a besoin de ces terrains-là, nous, à la Ville. Bon, certains, vous allez voir dans les questions tantôt, là, certains disent que le dérangement là, au niveau du dépôt à neige sur Saint-Laurent, ça semble être minime pour cette personne-là, puis c'est pas important. Puis qu'on se sert de ce point-là pour détruire la forêt au niveau de la rivière. Alors, pas du tout. Je ne pense pas qu'il faut prendre ça. Il faut voir ça de ce côté-là. Moi, je pense que le dépôt à neige, pour nous, c'est très important de déplacer à cet endroit-là, dans le fond d'une carrière. Il est mieux là où ça ne dérangera personne qu'on dise à des gens de Saint-Laurent, vous allez vivre de façon permanente avec ce dépôt à neige. Ça, ce n'est pas responsable de la part d'une ville. Autre commentaire aussi, je pense qu'il faudrait que les gens soient responsables et qu'on arrête de faire de la désinformation. Ce qu'on a mentionné et qui n'a jamais été répété, c'est qu'on veut créer un parc important dans ce secteur-là. Tout le secteur de la rivière saute à la puce. Il est important pour nous. Ce secteur-là est protégé de toute façon par les lois environnementales. Et ce secteur-là ne sera pas, la Ville ne coupera pas un arbre là-dessus. Je vous le dis, je vous le mentionne et vous pouvez le répéter. On va créer le plus beau parc linéaire qui sera dans ce secteur-là, qui n'y aura peut-être pas sur la côte de Beaupré ailleurs. C'est important de vous mentionner, je le répète, je l'ai dit, mais je pense que ça n'a pas été compris, que le secteur, il y a un numéro de l'eau, vous pouvez aller sur GoNet puis le voir, ce numéro de l'eau-là, qui appartient à des privés. En fait, à partir de la rue Royale, aller jusqu'à notre prise d'eau dans la rivière, là, avec une large bande de chaque côté, ce secteur-là appartient à une succession. Et c'est eux qui en sont le propriétaire. Et quand vous allez marcher là, bien évidemment, vous allez sur des terrains privés. Ça n'appartient pas à la Ville. Je vous en fais mention. C'est important de vous le dire. Et nous, entre le secteur qu'on a acquis pour 125 000 et ce secteur-là, il y a encore une large bande qui appartient à la Ville qui, elle, ne pourra servir probablement à autre chose que de faire un parc, pour agrandir la possibilité de parc. Puis là, quand on parle d'espace commercial ou autre,
Si vous prenez la ligne grande, ligne droite qui monte jusqu'en haut, là, on voit que la rivière revient vers la route un petit peu plus haut. Alors, il n'y aura pas possibilité de mettre de bâtiments là. Ça va être la route qui va être là, point final. Alors, ça vient enlever là, beaucoup de possibilités. Alors, il ne faut pas dramatiser, il faut bien comprendre les choses, il faut s'en parler. Et le parc qu'on doit faire là, il sera fait. Alors, j'espère que je suis clair. Ça, c'est en plus du parc riverain qu'on veut le long du fleuve, dans le coin de l'ancienne place Jacques, là, si je peux, pour ceux qui sont ici depuis longtemps, ou le secteur de l'usine résolue, là, au sud de ça. Là. Alors, on a tout, depuis 2018 qu'on a fait les demandes au ministère des Transports pour faire l'acquisition de ces terrains-là. Il l'avait offert à Fournier-Parc. Fournier-Parc l'a refusé finalement là, une année ou quelques mois ou même une année après qu'on en a fait la demande. Alors, ce qui amène la possibilité qu'ils nous le cèdent ou qu'ils nous le vendent. On attend toujours des nouvelles d'eux à ce moment-ci. Je les ai contactés un petit peu avant les fêtes. Ils sont en train de discuter avec Canard Limité et l'organisme qui a le droit de chasse sur ce terrain-là. Puis, on n'a pas eu de nouvelles depuis ce temps-là, mais on a la détermination. Et en plus, ce parc-là, le parc riverain des Beauprés, qui a déjà été appelé, fait partie de la trame bleue et verte pour l'accès au fleuve là, de la communauté métropolitaine de Québec. Alors, ça va être un endroit excessivement agréable à aller et on l'aménagera en conséquence. Alors, soyez pas inquiets, il n'y a rien de toute façon qui ne se fera sans l'approbation citoyenne qui est importante de nos jours. Puis, je vous mentionne aussi une réalité. La réalité est la suivante. On a le devoir, comme conseil municipal, de protéger nos citoyens, de sécuriser l'endroit. On va toujours travailler dans ce sens-là. Et les conseils municipaux qui suivront devront le faire aussi. Parce que, mais il faut être réaliste aussi. Hein? On sait très bien que ça a pris tout près de 100 décès sur le boulevard Sainte-Anne avant que le ministère des Transports refasse une route qu'il avait lui-même faite. Alors, malheureusement, avant que le ministère des Transports s'engage à nous payer une voie de contournement, alors qu'on n'a, nous, aucun décès, malgré les malheureux incidents qu'on a eus, on a la chance de ne pas avoir eu de décès. Alors, avant qu'on aille plus loin dans des dépenses ou dans des études ou ci ou ça, évidemment, on devrait avoir une confirmation du gouvernement qui veut nous aider là-dedans. Puis s'ils ne le font pas, mais le projet ne pourra pas se réaliser. Alors, je veux rassurer tout le monde à ce niveau-là. Ce n'est pas le moment de faire la panique et puis de partir sur des rumeurs qu'on veut détruire. Il n'y aura aucune destruction d'arbres. Au niveau de coupage d'arbres, le dernier point que je veux faire, c'est qu'on nous a rapporté cette semaine à la Ville qu'il y a un ou des résidents de Havre-sur-Saint-Laurent qui sont en train de faire leur bois de chauffage sur justement ces endroits-là pour l'an prochain. Alors, on voudrait savoir c'est qui pour évidemment adresser la situation. C'est un ou deux résidents qu'on nous a rapportés là, qui coupent des arbres là, sains à l'heure actuelle là, sur les terrains qu'on a acquis et même peut-être ailleurs dans ce secteur-là. Alors, si vous avez de l'information, ben, on aimerait retracer cette personne-là. Je vous en fais la demande. Alors, soyez rassurés. On n'est pas, je pense qu'il y a beaucoup d'informations fausses qui vous ont été communiquées. C'est une très bonne nouvelle pour nous autres d'avoir acquis ces terrains-là. On en a besoin. On peut à la fois combiner un très grand parc et répondre aux besoins de la Ville. Puis si l'acceptabilité sociale n'est pas là pour quelque entreprise que ce soit, bien, il n'y en aura pas. C'est aussi simple que ça. Là. Il n'y a pas lieu d'aller plus loin avec ça. Là. Alors, on veut quand même vous faire part de tous les avancements du dossier. Le dossier étant entre les mains du gouvernement, moi, je l'ai mentionné à M. Legault le 19 juin 2020. Il connaît nos priorités à ce niveau-là. Nos priorités sont la sécurité des citoyens et ça ne va pas plus loin que ça pour l'instant. Alors, c'est beau pour les suivis de dossier. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Caron. 7.1, règlement 591-21, décrétant l'acquisition d'une pelle sur gros usagé et un emprunt n'excédant pas 174 600 $. Présentation et dépôt du projet de règlement, séance tenante. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis de la présentation pour l'adoption lors d'une prochaine séance du Conseil d'un règlement d'emprunt décrétant l'acquisition d'une pelle sur gros usagé et un emprunt n'excédant pas 174 600 $ remboursable sur une période de 10 ans. Dépose le projet 591-21
2020-21, séance tenante. Alors, merci, M. Caron. Vous allez procéder aussi avec 7.2. 7.2, règlement 592-21, décrétant des travaux de réfection des infrastructures de la rue du Couvent-Ouest et une partie de la montée des chaînes et un emprunt de 645 875 remboursable sur une période de 20 ans, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Je donne avis de motion de la présentation lors d'une séance prochaine du Conseil d'un règlement d'emprunt décrétant des travaux de réfection des infrastructures de la rue du Couvent-Ouest entre le garage municipal et la rue du Coteau, ainsi que la réfection d'une partie de la montée des chaînes à partir de l'avenue Royale sur une distance d'environ 150 mètres et un emprunt de 645 875 remboursable sur une période de 20 ans. Dépose le projet 592-21, séance tenante. M. Caron, vous avez encore la parole pour l'item 8.1. 8.1, gestion contractuelle, octroi de contrat. 8.1, travaux d'ingénierie dans le cadre de la réfection des rues Pichette, du Coteau et Coin-Joli, considérant la résolution 2021-0102-038 relative à l'octroi d'un contrat pour la surveillance du chantier lors de la réfection des rues Pichette, du Coteau et Coin-Joli, considérant que durant ces travaux, il y a lieu de s'adjoindre les services d'un ingénieur pour la supervision du projet, soit pour l'ouverture du projet, des dessins d'atelier et la réunion de démarrage, les plans tels que construits et la fermeture du projet. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Château-Richer retienne les services de M. Marc Plamondon, ingénieur de la firme 6 mois plus pour la supervision si haut mentionnée dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures des rues Pichette, du Coin-Joli et du Coteau, le tout pour un montant de 3 000 taxes en plus. Merci, M. Caron. C'est approuvé unanimement, M. Gervais. À 9.1, je fais le dépôt du compte-rendu de la rencontre ordinaire du CCU du 16 février 2021. Je laisse la parole à Mme Pajot. Merci. Nous avons reçu 2 dossiers dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, à l'ordre du jour, c'est le point 9.2, l'ajout d'un garage détaché au 7489 Avenue Royale. Lors de sa rencontre du 16 février, le comité consultatif a émis une recommandation favorable et a formulé un commentaire afin que les fenêtres du garage et du mur de la maison soient harmonisées. Ensuite, au 9.3, installation d'une enseigne au 7136 boulevard Sainte-Anne. Lors de la rencontre du 16 février, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable et demande au requérant que la couleur de l'enseigne soit blanche et qu'elle devrait être éclairée par projection. Alors, voilà. Mme Pajot, c'est aussi unanime, M. Gervais. Alors, je laisse la parole maintenant à 10.1 à Mme Cochon. Oui. 10.1, liste de dispositions annuelles de certains documents, autorisation de signature. Alors, je propose d'autoriser Mme Lucie Gagnon, responsable des archives et du classement, à signer pour et au nom de la Ville la liste des dispositions annuelles produites par le Centre de services partagés qui comprend 4 boîtes, d'autoriser le Centre de services partagés à procéder à la destruction de ces documents. Alors, merci, Mme Cochon. C'est adopté de façon unanime. M. Tremblay, s'il vous plaît, l'item 10.2. 10.2, changement de signataire, demande d'aide financière dans le volet 1 du programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Considérant l'adoption de la résolution numéro 2019-058-233, autorisant M. Alec Hollister DiMello, inspecteur municipal, soit autorisé à signer les documents de demande de subvention relatifs
à la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPA ESP. Considérant que M. Hollister Di-Mello n'est plus à l'emploi de la Ville, en conséquence, je propose que le conseil municipal mandate M. Jean-François Gervais, greffier et responsable du service de l'urbanisme, à signer et à transmettre tous les documents restants dans le cadre du volet 1 du PPA-SEP. Merci, M. Tremblay. C'est adopté de façon unanime. M. Bourgeois, le 10.3, s'il vous plaît. Schéma de couverture de risque incendie, adoption du rapport annuel de 2020. Un petit mémo avant, c'est que nous avons fait l'embauche d'un nouvel employé en collaboration avec 3 municipalités afin d'atteindre le schéma de couverture de risque. Alors, considérant le dépôt par le service de sécurité incendie des tableaux servant à évaluer les indicateurs de performance pour la ville de Château-Richer et le plan de mise en œuvre pour l'année 2019, tel que requis par le schéma de couverture de risque incendie, considérant l'article 35 sur la loi sur la sécurité, l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie qui stipule que les municipalités locales doivent adopter par résolution leur rapport d'activité annuel respectif, considérant que le conseil municipal de la ville de Château-Richer a pris connaissance des dits tableaux et du plan de mise en œuvre qui ont servi à produire le rapport annuel 2020. En conséquence, je propose que le conseil municipal adopte le rapport d'activité annuel 2020 du schéma de couverture de risque incendie pour la ville de Château-Richer. Merci, M. Bourgeois. C'est adopté de façon unanime, M. Gervais et Mme Cochon à 10.4. Oui. Acquisition et cession de terrain Havre sur Saint-Laurent et abrogation de la résolution 2021-0102-036. Considérant que des précisions supplémentaires sont nécessaires afin de compléter la transaction, je propose d'abroger la résolution numéro 2021-0102-036, d'autoriser le maire, M. Jean Robitaille, et le greffier, M. Jean-François Gervais, à signer pour et au nom de la ville de Château-Richer l'acte notarié à intervenir entre les parties et tous les documents relatifs à cette transaction. Merci, Mme Cochon. C'est adopté unanimement. Alors, 10.5, travaux projetés sur la rue du Couvent-Ouest, autorisation de signature. Alors, en fait, ce qu'on veut faire ici, c'est la résolution est pour mandater M. Renaud à signer pour et au nom de la municipalité le formulaire. Approche relative au programme, approbation des demandes relatives au coût des travaux en régie dans le cadre de l'entente bilatérale intégrée Canada-Québec. Alors, et j'en fais la proposition, mais tout simplement pour vous expliquer qu'on aimerait, tant qu'à faire la rue du Coteau, Point-Joli, on aimerait faire la section qui est prévue depuis très longtemps, même avant notre arrivée, en fait, c'est le prolongement de la rue du Couvent. Pardon, entre l'intersection de la côte du salon funéraire et du garage de la voirie, aller jusqu'à la rue du Coteau. On aimerait faire cette section-là en régie interne avant le début des travaux par MK2. Et pour ce faire, on doit avoir l'autorisation du gouvernement canadien et on ne sait pas si on va l'avoir, mais on a fait la demande. Sinon, si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, ça sera remis avec la dernière portion de la rue du Couvent à 2022. Mais on s'essaye, puis peut-être que ça va marcher, alors il faut espérer. Alors, c'est adopté de façon unanime aussi, M. Gervais. Alors, M. Tremblay, je vous laisse la parole pour la correspondance. Oui, nous avons reçu une correspondance qui est sous forme de courriel provenant de Mme Sandy Cunningham, dont l'objet est « Protégeons le secteur saute à la puce ». Alors, bonjour, sachant que vous tenez une assemblée générale aujourd'hui, j'aimerais vous faire personnellement part de mon désaccord avec la possibilité d'un parc industriel dans le secteur saute à la puce. La pétition a eu plusieurs signatures, mais nombreuses ne sont pas enregistrées à cause qu'il fallait reconfirmer la signature dans nos courriels. Je vous en prie, faites de ce secteur un espace vert pour la population. C'est tellement recherché en ce moment et dans le futur, et vous ferez en sorte que les citoyens, non seulement de Château-Richer, mais des alentours et au-delà, seront comblés. Il y a un énorme potentiel de parc linéaire magnifique pouvant offrir pistes de ski de fond, raquettes l'hiver et randonnées pédestres, baignade, kayak, pêche, vélo, escalade l'été. S'il vous plaît, écoutez vos citoyens. Merci.
Alors, Mme Cunningham, soyez assurée qu'on prend note de votre courriel et de d'autres aussi. Et je vous l'ai mentionné tantôt, l'espace vert sera beaucoup plus grand que ce qui est même planifié dans un document qu'on aurait mis il y a environ 2 semaines. Et on est très favorable à ça. Alors, maintenant, période de questions, on en a une trentaine là, qui vont à peu près tous dans le même sens. Là. Je vous lis les questions et les réponses qu'on peut y apporter. Certaines n'ont pas de réponse parce qu'on n'avait pas le temps de se préparer, mais on va voir ça ensemble. Alors, premièrement, M. Véraud qui nous amène 5 questions. Alors, là, de la séance de février 2021, on a confirmé que le chemin Dion est un chemin municipalisé et on a projeté une image démontrant l'emprise de la ville sur ce chemin. Or, quand nous nous promenons dans ce chemin municipalisé, nous n'avons pas cette image dans les mains. Alors, mes questions n'ayant pas été répondues de manière claire, je me permets de la reposer. Est-ce que le chemin Dion est un chemin municipalisé sur toute sa longueur? Alors, oui ou non? C'est difficile à répondre, monsieur Véraud, parce que moi, je ne connais pas si plus loin que nous, on arrête. Ça s'appelle encore le chemin Dion. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre à ça. Par contre, ce que je peux vous préciser, là, on a fait faire la recherche par l'urbanisme aujourd'hui. Alors, si vous partez du 61, la dernière résidence sur ce lot-là, environ 440 mètres plus éloigné, c'est la fin du chemin municipalisé. Alors, je ne peux pas vous donner, je ne peux pas vous confirmer si le chemin s'appelle encore Dion plus loin, puis ou si ça s'arrête là, on n'a pas cette information-là. Alors, question numéro 2, si le chemin Dion n'est pas municipalisé sur toute sa longueur, est-il possible d'installer une affiche qui mentionne la fin du réseau municipal sur ce chemin? Oui, c'est toujours possible, mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne dépense de prendre des arpenteurs puis d'aller mettre une pancarte fin du chemin municipalisé. On est vraiment au fond des bois, là, si je peux m'exprimer ici là, de façon très positive, évidemment. Si ça vous sécurise pour ne pas vous perdre, bien, on le fera. Là, puis, ce soit tant qu'à moi une dépense inutile, mais on pourra le faire. Alors, question numéro 3. Comment les chemins Dion et de la Traverse, comme les chemins Dion et de la Traverse sont municipalisés depuis 2012, est-ce qu'il est normal que ces deux chemins qui croisent le rang Saint-Ignace de manière perpendiculaire, qu'il n'y a aucun arrêt obligatoire, car il y a croisement sur des chemins publics? Est-ce que la Ville compte installer des arrêts obligatoires car la sécurité est une valeur importante? Alors, on n'a jamais été informé de cette. Je vous remercie de cette chose-là, M. Véraud. Et oui, nous allons installer des arrêts à ces intersections-là pour votre sécurité. Il faudra amender notre règlement. Alors, 4, lors de la présente séance, on annonce des travaux d'infrastructure sur une partie de la montée des chaînes. Est-il possible de savoir à quel endroit exactement? Oui, c'est environ 150 mètres à partir de la rue Royale en montant, lorsqu'il rejoint l'intersection de la rue un petit peu plus haut. Alors, c'est dans ce secteur-là. Pourquoi les travaux sur une partie de la montée des chaînes ne se retrouvent pas sur le plan triennal d'immobilisation de la Ville qui doit normalement servir à cette fin? Qu'est-ce qui justifie ce besoin soudain? C'est qu'on a, apparemment, ce n'est pas la première fois que ça arrive, là, mais ça a été porté à notre connaissance dernièrement, l'automne dernier, puis dernièrement, là, qu'il y a un affaissement là, du côté droit, du côté nord de la route, où on a un fossé, puis on a la côte plus loin. Et la recommandation, c'est que pour régler ce problème-là de façon définitive, la seule façon de le faire, c'est d'ajouter un pluvial dans cette rue-là. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va profiter aussi de l'occasion pour boucler notre réseau d'aqueduc parce qu'on a seulement une canalisation d'eau potable qui monte en haut au surpresseur. Alors, si ça brise, on est dans le trouble, puis on sait que c'est assez accentué la côte parce qu'elle monte perpendiculaire à la rue Royale, un petit peu plus loin que la route, là, que la montée des chaînes. Et on a déjà aussi la Ville avait prévu dans ce secteur-là, lorsqu'on a fait le mur de soutien de cette montée-là, de mettre des tuyaux d'aqueduc en dessous de ce mur-là. Alors, on n'aura pas besoin de toucher à ça. On va rajouter tout simplement raccorder de la rue Royale où est-ce que commence l'aqueduc, puis rajouter un bout d'aqueduc dans le haut. Puis ça va nous sécuriser énormément dans ce secteur-là pour l'eau potable. Alors, voilà. Maintenant, M. Guillaume Tremblay. Le périmètre exploitable de la carrière de M. Lachance est actuellement presque exploité jusqu'aux limites de la route Saint-Achille sur l'ensemble de son pourtour. J'aimerais connaître, s'il vous plaît, le nombre d'années restant estimé
pour l'exploitation de cette carrière? Écoutez, M. Tremblay, je n'en ai aucune idée. Il n'y a pas personne qui peut répondre à ça. Ce que je peux vous dire, c'est que l'exploitant peut, dans toute sa surface, on parle de périmètre, descendre jusqu'au niveau de la rue Royale à la grandeur. Alors, où est-ce qu'ils sont rendus? Est-ce qu'ils sont le tiers, le quart, la moitié de fait? Je ne sais pas, mais on peut penser qu'on en a pour plusieurs années. Alors, je ne m'avancerai pas à dire combien de temps ça va durer. C'est impossible de répondre à ça. Question numéro 2. Le nouveau développement de Havre-sur-Saint-Laurent est presque complet. Alors, de nombreuses résidences sont construites sur les dernières années, ce qui apporte à la Ville de nouveaux payeurs de taxes. Pour cette année, combien la Ville perçoit-elle de taxes résidentielles avec ce nouveau développement? Et deuxième question, aussi, combien ce développement a-t-il apporté depuis sa construction en 2016 de taxes de bienvenue? Alors, vous comprendrez qu'en recevant votre question ce matin, c'est pas possible d'y répondre. Là. Oui, c'est des revenus qui probablement seront importants. Là. Ils sont importants et ils le seront encore plus. Je vous dirais que ce que je peux vous dire, nous, on a fait une demande à notre coopérative d'informatique municipale là, pour voir s'ils peuvent nous sortir ces données-là. Mais nous, on n'a pas le personnel pour mettre pendant 2-3 jours à sortir chaque numéro de l'eau puis compter les taxes et tout. On n'a pas le personnel requis pour faire ça. Alors, on verra qu'est-ce que CIM va nous répondre pour ça. Puis, pour ce qui est des taxes de bienvenue, évidemment, il y a plusieurs considérants. Puis, ça va être compliqué, votre question, parce que, évidemment, si vous achetez un terrain, vous payez la taxe de bienvenue sur votre terrain. Si vous achetez une maison déjà construite, vous la payez sur le terrain de la maison, il y aurait tout ça à calculer. Puis je vous mentionne qu'on a à peu près 115 constructions présentement sur une possibilité, on corrigera si je fais erreur, mais je pense qu'on nous avait dit qu'il pourrait y avoir 250 maisons. Alors, on n'est pas tout à fait à la moitié. On verra, on essaiera. Si on a une réponse qu'on peut vous donner, on vous la donnera, mais je doute fortement qu'on puisse avoir des réponses précises pour vous. Pardon. Alors, 3. Le dossier de la voie de contournement et du parc industriel fait beaucoup jaser. Le débat peut être sain dans une ville et je l'espère aussi qu'il le sera. Mais encore faut-il avoir l'ensemble des éléments pour bien se positionner. Est-ce que le conseil municipal peut rendre public sur son site Internet les documents d'études concernant la voie de contournement et le parc industriel, ainsi que de publier un budget des dépenses effectuées et celles prévues en lien avec ce projet? Alors, il n'y a aucune planification de parc industriel dans ce secteur-là, ça vous rassure. C'est une possibilité qu'on vous a dit qu'on pourra faire le long de la route, mais il n'y a pas de plan d'en faire une à l'heure actuelle. Maintenant, les études de voie de contournement, on en a seulement une qui est sommaire. C'est une étude de pré-faisabilité. Il faut bien s'entendre là-dessus. Là, en fait, ce qu'on a demandé à la firme Stantec, c'est de regarder qu'est-ce qu'il est possible de faire comme voie de contournement à Château-Richer. Premièrement, s'il était possible d'en faire une et à quel endroit elle pourrait être en respectant les critères du ministère des Transports, parce qu'on sait que le transport lourd, même sur les routes municipales, est régi par la réglementation du ministère des Transports du Québec. Alors, en considérant tous les critères du ministère des Transports, ils ont été capables de configurer sommairement, parce que on est très loin d'une étude de plein de vie. Là. On s'entend qu'on n'est pas là. Ils ont été capables de faire le tracé qui est existant, qu'on vous a montré. On n'est pas plus loin que ça, puis on n'engagera pas de sous supplémentaires tant que le gouvernement ne s'engagera pas à nous supporter financièrement là-dedans. Alors, les dépenses à l'heure actuelle, je les ai mentionnées à la séance de février, le coût d'acquisition de terrain de 125 000 additionné de 13 950 $ pour le coût de l'étude de Stantec. Et là, je vous rappelle que de toute façon, si vous mettez de côté le projet de voie de contournement, là, si on se sort des oreilles un instant, la Ville a besoin de ces terrains-là. Elle a besoin de ces terrains-là pour, sécuriser probablement un jour, il relocaliser l'éco-centre. Le dépôt à neige devra aussi probablement s'en aller là. Je pense qu'il sera mieux dans le fond d'une carrière plutôt que de le voir embêter des gens là, qui ont le droit aussi à avoir une paix dans leur quartier. Alors, on va travailler là-dessus.
Et il y a aussi un beau potentiel pour y relocaliser notre garage municipal. Alors, c'est un peu ça qu'il faut retenir à l'heure actuelle de ce projet-là. Alors, M. Hood, Nicolas Hood, d'après le feuillet municipal de la Tribune de septembre 2017 à la page 25, on peut lire que l'ancien conseil avait sondé les citoyens et que le développement et l'accès à des espaces verts étaient une priorité pour les citoyens. Un partenariat a même été effectué avec l'Université Laval et la Commission de la capitale nationale afin de mieux étudier la question. Pour quelles raisons, dès votre arrivée en poste, votre conseil n'a pas cru bon de poursuivre les travaux entamés pour un meilleur accès aux espaces verts? Alors, ce que vous affirmez n'est pas vrai. Alors, on a, nous, travaillé beaucoup sur le parc des Beauprés qui sera localisé en bordure du boulevard Sainte-Anne, côté fleuve. Alors, et aussi, si on n'a pas travaillé sur le projet du parc linéaire, c'est que, on n'en a jamais vu les documents. Il n'y a pas de copie de ces documents-là à l'Hôtel de Ville. J'en ai personnellement reçu une copie il y a environ 15 jours, 3 semaines, d'un ancien conseiller qui, lui, les avait en main. Alors, comme vous le savez, il n'y a pas eu de transfert de dossier entre les deux conseils municipaux en 2017 et peut-être que ça aurait été intéressant de nous remettre ces documents-là à ce moment-là. Mais je l'ai mentionné, je vous le répète, ce projet-là, la rivière saute à la puce, il n'y a pas personne qui va faire autre chose qu'un parc à l'intérieur de ce grand secteur-là. C'est ce que nous voulons faire et ce que nous allons faire. À la question 2, pouvez-vous nous expliquer plus précisément quel est le problème de sécurité dans la cour de la Chapelle? Est-ce la pente, les cours? Je pense que c'est un ensemble de tout ça. Si vous avez été témoin, je ne sais pas si vous étiez résident ici le 2 août 2018, mais si vous avez été témoin de cet accident-là, je pense qu'on n'a pas besoin de plus d'explications. On a évidemment l'augmentation des camions qui reprendra aussi, là, qu'il y a eu une baisse à cause de la pandémie, mais soyez pas inquiètes, ils vont être là pour exploiter le matière première. Puis on a aussi, sur Saint-Laurent, à la limite, là, si vous mettez 250 familles, une nouvelle famille, généralement 2 autos par famille, ce qu'on peut compter, c'est 500 autos supplémentaires le matin qui vont descendre, qui vont remonter le soir, en plus des 7 à 800 familles qui demeurent plus haut sur Saint-Achillé. Alors, une pression énorme dans ce secteur-là. Et là, on fait toujours référence à l'accident du 2 août 2018, mais il y a eu beaucoup de situations dangereuses précédemment aussi qui n'étaient pas médiatisées parce que les réseaux sociaux n'existaient pas. Alors, et je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, mais en 2019, la route a été bloquée pendant une demi-journée et elle a été aussi la veille par des fardiers qui ont essayé de monter puis sont restés pris. Parce que le fardier s'est accoté sur la route et l'accès de la route a été fermé là, pendant, en tout cas, le matin de 2019, je vous dirais là, probablement là, 4 à 5 heures qu'on a dû fermer la route. Là. Alors, ce n'est pas très agréable pour les gens qui veulent aller travailler. Et ce qui est dangereux aussi, c'est l'insertion de la rue Pichette sur la route Saint-Achillé. C'est un angle très aigu. Et là, on a évidemment là, mis sous la recommandation du ministère des Transports une défense de tourner à droite. On sait que ce n'est pas très respecté, là. Mais c'est excessivement difficile, autant pour les camions à neige d'aller au dépotoir à neige, au dépôt à neige, que pour les gens de circuler là, quand tu arrives de la rue Pichette pour aller au site des loisirs, entre autres. Là. Heureusement, on a un promoteur qui a, pour régler ça, pour le parc des loisirs, qui a accepté de nous céder des terrains là, sur le nez du parc qui n'étaient pas prévus dans le projet initial. Alors, très complexe ce secteur-là. Si vous prenez l'intersection aussi entre la rue Royale et la côte de la Chapelle, on est encore là dans un angle assez difficile. Facile pour les camions. On a évidemment beaucoup de cyclistes, on a beaucoup d'automobiles, c'est une zone scolaire, beaucoup de piétons qui circulent, le trottoir est du côté nord. Alors, énormément d'enjeux qui sont reconnus par le ministère des Transports et tous les intervenants dans ce dossier-là. Alors, Monsieur le maire, il ne faut surtout pas oublier les citoyens qui vivent à cet endroit-là. Oui. On a pu leur parler durant la campagne électorale en long et en large. Ces gens-là vivent une situation extrêmement difficile depuis des années. Alors, il faut penser aussi à ces gens-là qui demeurent là. Alors, merci, M. Tremblay. Alors,
comment, la question, sous-question B, comment allez-vous assurer que le problème de la Côte de la Chapelle ne se reproduira pas dans la voie de contournement? C'est tout simplement en ne mélangeant pas les usages. Alors, il y aura une voie de contournement avec pas possibilité d'y construire des résidences. Bon, mais s'il n'y aura peut-être pas d'autres industries commerciales, peut-être que ça sera mis de côté, on verra, là, je l'ai mentionné tantôt. Mais il ne faut pas mêler les usages. Et ça n'a pas été fait de façon désordonnée dans la Côte de la Chapelle actuelle. C'est que dans le temps, c'est comme ça qu'on faisait les choses. Je rappelle aussi aux citoyens que cette route-là était une route du ministère des Transports, mais elle a été cédée à la ville en 1993 de mémoire. Là. M. Renaud corrigera si je me trompe, là. Mais c'est l'héritage qu'on a eu du ministère des Transports. Alors, il faut faire avec. Le point 3. Vous avez mandaté la firme Stantec pour faire l'étude de votre contournement. Quels sont les différents scénarios proposés par la firme? Et alors, il y en a eu un seul. Quelles sont les raisons pour lesquelles certains scénarios ne sont pas retenus par votre conseil? Il y en a eu un seul. On n'a pas écarté aucun scénario. Est-ce que la firme a étudié la possibilité de modifier la Côte de la Chapelle afin de régler l'enjeu de sécurité sans faire de voie de contournement? Alors, on y a pensé. On en a discuté avec le ministère des Transports, mais ce n'est pas possible de diminuer la pente. Pour diminuer la pente, logiquement, là, pour diminuer une pente, il faut l'allonger. Si on allonge, évidemment, ça s'en va en montant. Alors, puis là, on va être obligé de creuser, avoir des parois à chaque côté. On n'aura plus possibilité à ce moment-là d'avoir une sortie de la rue Pichette sur la Côte de la Chapelle. Alors, c'est impossible là, de sécuriser ce secteur-là. Je pense que les gens les décideurs en haut, nous autres, sont bien au courant de ça. Alors, voilà pour M. Hood. Mme Josée Hébert, vous désirez implanter un réseau d'égouts sur une grande partie de l'avenue Royale et vous avez, lors des précédents conseils, adopté des résolutions pour différentes études en lien avec ce projet. À combien s'élève le total des coûts pour l'ensemble de ces études jusqu'à présent et le montant a été payé par qui? Par l'ensemble des citoyens ou par les citoyens concernés par ce projet d'égout sous forme de taxes de secteur comme pour les précédents projets? Bon. Alors, il y a eu trois études de fait. Il y a eu celle de Stantec au montant de 4 400 $. Il y a eu le groupe Hémisphère et Techniterra, groupe Hémisphère au montant de 18 000 et Techniterra 10 618. Les deux études environnementales, si je peux m'exprimer ainsi, de Hémisphère et Techniterra nous ont été exigées par le ministère des Affaires municipales aux fins de subvention. Alors, au total, on a investi 28 618 $ dans ces études-là. Maintenant, à votre question, est-ce qu'on aurait pu taxer les citoyens pour ces études-là? Non, on ne peut pas faire ça, Mme Hébert. C'est comme si, je vous dirais, je vais vous faire un parallèle. On a un beau développement sur Saint-Laurent où la Ville a investi tout près d'un demi-million de dollars là, sur le compte général payé par tous les citoyens de Château-Richer pour raccorder les infrastructures de sur Saint-Laurent aux infrastructures de la Ville. C'est comme faire ce que vous proposez, c'est comme si on disait, bien, sur Saint-Laurent, on va vous taxer pour un demi-million de dollars les résidents qui sont là maintenant parce qu'on vous a raccordé au réseau de la ville. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas comme ça qu'une ville doit se développer. Puis vous savez, le problème environnemental qu'on a sur la rue Royale, il n'appartient pas seulement aux résidents, là, il appartient à la ville aussi. C'est une responsabilité de la ville de faire des démarches pour aller chercher des subventions pour aider ces secteurs-là qui n'ont pas d'égout. Et je vous mentionne aussi qu'on a beaucoup de retard dans la réfection de nos infrastructures. Et bon, comme indice qui montre qu'on devrait investir beaucoup d'argent là-dedans, c'est les nombreux bris d'eau qu'on a eus sur la vieille fonte l'année passée. On en a eu, je pense, un minimum de 17, peut-être plus. Là. On en a déjà 2 ou 3 cette année. Alors, et ça, c'est une infrastructure qui appartient à la ville, une canalisation qui appartient à la ville. Et on devra, avant longtemps, ouvrir la rue Royale dans tous ces secteurs-là pour le refaire. Alors, on travaille à aller chercher des subventions pour ce faire, puis on n'abandonnera pas les citoyens de ces secteurs-là. Il n'y en a pas question. Là, on va travailler pour eux. Alors, à votre deuxième question concernant les tarifs de services comme les matières résiduelles résidentielles, est-ce que vous chargez plus cher à ceux et celles ayant plus d'un bac de vidange?
Alors, sinon, pourquoi il ne serait-il pas plus juste de prévoir le coût utilisateur-payeur? Écoutez, non, c'est comme dire à des citoyens qui ont des enfants, 2, 3 enfants, qui des fois, premièrement, c'est très rare que je vois ça, le 2 bacs de vidange. Je passe tous les jours là, sur le Royal, là, ça arrive de temps en temps qu'on en voit 2, là, mais c'est excessivement rare. Là. Et ce serait définitivement pénaliser les gens qui ont 2, 3 puis 4 enfants. C'est pas comme ça qu'on encourage des gens à venir s'installer dans une municipalité là, en leur disant ben, vous allez payer plus cher parce que vous avez une belle famille. Alors, je pense qu'on va oublier votre suggestion avec tout respect, Mme Hébert. Alors, récemment, vous avez mentionné que la Ville prendra à sa charge les dépenses occasionnées par l'aménagement paysager du boulevard Sainte-Anne, car plusieurs commerces n'étaient pas en mesure de payer avec la crise de la COVID. À combien s'élève la facture totale pour la Ville pour ce projet? Alors, au début, je vais vous donner toute l'information. Au début, c'était un projet basé sur l'expérience vécue dans le jardin à Bois-Châtel qui était estimé à 150 000 $. Donc, 10 étaient payés par les entreprises, 10 par la Ville, soit 15 000 $, retenez le chiffre, et 120 000 $ là, dans du financement qui nous vient de Développement Côte-de-Beaupré. On a eu, évidemment, la pandémie est arrivée. Tout de suite, on a eu des téléphones de ces entreprises-là qu'elles étaient fermées puis que les temps seraient difficiles et elles voulaient se retirer du projet. Nous, en parallèle, depuis 2 ans, on avait commandé les plans, des plans spécifiques pour planter le long du boulevard Sainte-Anne, parce qu'on ne peut pas planter n'importe quoi là. Il y a 2 ans d'attente pour avoir ces plans-là. Alors là, on avait le choix de dire, bien, les entreprises se retirent, on cancelle le projet, puis on scrape les plans. Ou de dire, bien, écoutez, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, on va analyser le dossier, puis on va revenir. C'est la décision qu'on a prise. Maintenant, la chance qu'on a eue, Mme Hébert, c'est que l'offre de service est sortie à 74 000, en fait, au total, 74 477, incluant les frais de l'architecte qu'on a dû engager là, selon les exigences du ministère des Transports. Alors, ce qui fait en sorte qu'en bout de ligne, on a été capable, malgré la pandémie, de faire le projet pour un montant total de 74 477 $ sur une prévision budgétaire de 150 000 $. Et la Ville, au lieu de payer 15 000 $, a économisé un peu parce que ça a coûté à la Ville 14 895 $. Alors, pour embellir l'entrée de la Ville de Château-Richer sur le boulevard Sainte-Anne, dans la continuité de ce qui se fait à l'Ange-Gardien et à Château-Richer, puis à Bois-Châtel, puis on est très fiers de ce qu'on a fait. Alors, M. Roberge, suivant. Alors, M. Roberge, vous avez 4 questions. Alors, écoutez, votre première question, là, je vais vous demander de la reformuler. Je l'ai lu, je l'ai fait lire par les membres du conseil, puis on n'en comprend pas l'essence. Alors, s'il vous plaît, vous la reformulerez. Alors, à la question 2, et je vais faire fi aux citoyens de vos commentaires désobligeants, là, comme à l'habitude. Alors, votre question 2 se résume à dire que il y a des plaintes qui sont formulées à la mairie par le bruit des résidents de Havre-sur-Saint-Laurent lorsqu'on fait des opérations de déneigement. Alors, combien de plaintes ont été enregistrées et n'est-il pas envisageable de procéder s'il s'agit véritablement d'un problème à davantage d'opérations de déneigement le jour, comme il s'en fait déjà à l'occasion? Alors, des plaintes, je peux vous dire, depuis qu'on est là, on en a à chaque, ça va faire bientôt 4 ans, là, à chaque, probablement tout près de chaque ramassage de neige depuis que les maisons dans le bois sont construites. Non, on ne pourra pas faire les opérations de déneigement. Là, je pense que vous restez assez longtemps à Château-Richer pour comprendre que la rue Royale n'est pas une rue extrêmement large, qu'on a évidemment dans le jour beaucoup de camions sur semaine, entre autres à l'épicerie Lessard, qu'on a aussi des piétons, qu'on a une zone scolaire partout dans cet endroit-là. On a des enfants qui marchent, des personnes âgées, des citoyens qui marchent le long. Alors, votre proposition de ramasser le déneigement, la neige pendant le jour avec énormément de camions, ce n'est pas raisonnable et on ne fera pas ça. Lorsqu'on le fait dans le jour, c'est lorsqu'on peut prendre 1 ou 2 camions avec très peu de neige, 2-3 cm, ou qu'on cumule 2-3 petites bordées de 2 ou 3 cm, puis qu'on la ramasse, on le fait à des coûts moindres le jour et on ne dérange pas beaucoup la circulation. Et c'est pour ça que de temps à autre, vous nous voyez travailler le jour, mais on ne pourra pas ramasser la neige de jour. Et c'est impossible là,
c'est impossible de faire le ramassage de nuit sans déranger certaines personnes. Et ce que je dis à ces gens-là, on va travailler pour relocaliser le dépôt à neige. Ceux qui s'opposent, bien là, ils s'opposeront, mais nous, on va continuer à travailler pour vous aider dans ce sens-là. Alors, depuis 2018, troisième question, depuis 2018, vous avez modifié le règlement d'urbanisme dont la limite de protection pour notre approvisionnement en source d'eau potable et ses affluents, la rivière Saute-à-la-Puce. Vous avez abaissé la distance qui permet maintenant de réaliser des constructions plus près de la rivière. Mais d'un autre côté, vous implantez la vidange obligatoire des fosses septiques par la Ville pour protéger la rivière via une taxation. Quel a été concrètement l'avantage d'abaisser la distance de protection de notre source d'eau potable? Alors, la distance, premièrement, je vais vous expliquer d'où ça vient, le 75 mètres. En fait, ça nous a été porté à nos oreilles lors de la campagne électorale de 2017, parce qu'on a évidemment fait ce secteur-là. Et beaucoup de citoyens sont frustrés par cette réglementation-là. Entre autres, une dame mentionne qu'elle ne peut pas mettre une piscine dans sa cour parce que la piscine tombe à l'intérieur de la zone de 75 mètres. Alors, aussi catégorique que ça, cette réglementation-là. Et on a fait beaucoup de recherches quand on est arrivé à la Ville, à savoir d'où venait cette réglementation-là de 75 mètres, qui est complètement abusive. Et on n'a trouvé aucune information qui pouvait justifier ça. Et ça ne se fait pas nulle part ailleurs non plus. La seule chose qu'on pense qui a été faite quand la Ville a fait ça, c'est que on a beaucoup de sablières et de carrières et la distance des cours d'eau pour l'opération de carrières et de sablières est de 75 mètres. Alors, probablement que la Ville, à un moment donné, quand elle a dû faire un règlement pour protéger sa rivière, sa prise d'eau potable, parce qu'à un moment donné, on a construit une usine d'eau potable, bien là, ils ont dit que ça va être probablement 75 mètres. On ne voit pas d'autres façons de faire ça que ça puisse être fait. Maintenant, nous, on a mandaté l'organisme des bassins versants de Montmorency, Charlevoix, pour nous aider dans cette décision-là. Organisme reconnu par le ministère de l'Environnement et eux ont fait l'analyse, sont arrivés à la conclusion que la distance idéale serait entre 20 et 30 mètres. On a choisi la limite supérieure. Je pense que c'est raisonnable, 30 mètres, environ 100 pieds de chaque côté de la rivière et de ses affluents. Alors, est-ce que ça va permettre d'autres constructions? Je ne sais pas. Ça, si vous me l'apprenez, nous, on n'a pas pris notre décision sur ce point-là. Et vous parlez de taxation. Alors, la taxation, évidemment, écoutez, le règlement, on a l'obligation par le ministère de l'Environnement de faire le contrôle des vidanges septiques, des fosses septiques dans la prise d'eau potable de la Ville. On ne s'est pas levé un matin et on a dit qu'on ferait ça, mais on se responsabilise et on a décidé de le faire. Ça fait longtemps que c'était demandé à Château-Richer parce que la prise d'eau potable, c'est important pour nous. C'est notre seul. Vous savez, si on avait là, un dégât dans cette rivière-là, il faut fermer notre usine d'eau potable rapidement. Là. Puis on a beaucoup de coliformes fécaux là, qui sentent, on les détruit, il n'y a pas de problème, le trou est clean, elle est propre. Mais il faut absolument contrôler la vidange des fosses septiques. Et ça va nous permettre aussi d'identifier qui en a, qui en a pas. On sait que toutes les maisons récentes ont eu l'obligation de fournir des plans pour se munir d'installations septiques qui répondent aux critères environnementaux d'aujourd'hui. On a quand même de vieilles installations. Probablement qu'on verra des berries perforées. On en verra de toutes les sortes. Là. Et ça va nous permettre là, de nettoyer la rivière, tout le secteur de la rivière et de ses affluents. Alors, vous parlez de taxation. Évidemment, la taxation, il y a une taxation pour ça. Mais ça revient, c'est moins dispendieux que le faire vider soi-même. Ça a été dans toutes les municipalités qui ont pris le contrôle de vidange septique, des fosses septiques sur leur territoire, on a vu un coût baisser pour les utilisateurs parce que c'est facile à comprendre qu'une entreprise qui va là et qui fait toutes les maisons est capable de charger moins cher que s'ils vont pour une ou deux maisons de temps à autre. Alors, et ça se fait, ça va devenir réglementaire probablement dans toutes les villes. Ce n'est pas seulement Château-Richer que ça se fait. Puis on est très fiers de ça. On est la première mesure là, vraiment efficace pour protéger notre eau potable. Puis on est fiers de l'avoir mis de l'avant cette année. Alors, question 4. Vous avez mentionné que la MRC ainsi que la Communauté métropolitaine de Québec donnaient leur appui au projet de la Ville. Pas de contournement parc industriel. Ils n'ont jamais donné leur avis sur le parc industriel. Je ne sais pas où vous avez pris ça. Là.
Alors, est-ce que la Ville pourrait rendre publiques ces résolutions et est-ce que ces résolutions, depuis, concernent la localisation projetée de la voie de contournement près de la rue de la Station ainsi que l'implantation d'un parc industriel? Ils n'ont jamais, personne ne s'est commis ou a parlé de parc industriel. Alors, les 3 résolutions, vous pourrez les retrouver sur les sites des organismes que je vous mentionne. Alors, la MRC, c'est la résolution 2019-07-132. CMQ, le C-2019-65. Et le service scolaire de la commission scolaire, là, anciennement, là, CE-18-19-19-012. Alors, sur leur site Internet, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces résolutions-là. Alors, Mme Nathalie Bégin, qui a quelques questions aussi. Alors, est-ce que vous comptez consulter par voie démocratique la position probablement de vos citoyens concernant ces boisés, ces projets? Alors, la réponse est oui. Alors, ça répond, on peut sauter la question 2. La question 3, ça reste possible de nous présenter les projets de façon indépendante l'une de l'autre, parc industriel, route, parce que pour le moment, comme vous devez bien le savoir déjà, la notion de sécurité est abusivement utilisée pour justifier la démolition du boisé, alors que nous savons bien que le parc industriel n'a rien à voir avec la côte. Sinon, pourquoi cela ne pourrait pas être voté séparément? Je pense que j'ai bien expliqué, Mme Bégin, le concept tantôt. Je vous reprends parce que c'est injuste de dire qu'on va détruire le boisé parce qu'il n'a jamais été question de ça. Ça a été inventé par certaines personnes et on les connaît. Alors, il n'y en a pas question. Ce qui est la priorité, c'est la voie de contournement. S'il y a des choses accessoires qui peuvent être faites, on les fera. Puis si on n'a pas besoin de les faire, on ne les fera pas. 4. Pourriez-vous nous faire la démonstration que plusieurs alternatives autres que celles proposées pour le projet de voie de contournement ont été envisagées? Je vais répondre tout de suite à ça. Non, il y a seulement une alternative. Alors, et pourquoi avez-vous retenu la présente proposée? C'est parce que c'est la seule. En réalité, nous comprenons que le problème n'est pas tant la côte que les camions qui y circulent. D'ailleurs, la grande ligne droite proposée leur donnera une belle place pour prendre de la vitesse. Alors, d'ailleurs, avec une perspective de sécurité, vous allez devoir déménager la boîte postale sur la rue de la Station pour ne pas faire cohabiter les piétons et les véhicules qui se stationnent pour prendre leur courrier. Il serait aussi pertinent de mettre des brigadiers ou une lumière de circulation. Écoutez, vous allez très loin dans ce qui devrait être fait. Comme je l'ai dit, c'est une étude de préfaisabilité qu'on a. On n'est pas rendu plus loin que ça. On n'investira pas d'argent pour aller plus loin tant qu'on n'aura pas de confirmation de grosses subventions du gouvernement. La ligne droite qui est là, elle est parallèle à celle qui existe présentement. Je vous mentionne qu'il y a des camions descendent déjà dans une ligne droite de l'autre côté. Alors, je ne vois pas pourquoi ce serait plus dangereux sur ce côté-là. Ça va être même beaucoup plus sécuritaire parce que la route sera aménagée pour des camions. Alors, 5, dans une optique d'augmenter la récolte des taxes, auriez-vous plutôt pensé augmenter les taxes chargées aux propriétaires de la carrière qui ne fait qu'augmenter le nombre de camions en circulation d'année en année? Je ne sais pas trop quoi répondre à votre question. Je pense que les taxes sont en fonction de leur évaluation, comme vous avez, avec une cote commerciale probablement, là. Alors, je ne pense pas qu'on puisse changer ça pour les cibler spécifiquement. On a pensé, écoutez, ça fait 3 ans qu'on travaille avec le ministère des Transports pour essayer de régler, essayer de régir de façon locale le transport lourd. On a fait des propositions, entre autres, pour le nombre d'essieux, pour réduire les heures les heures d'exploitation des carrières. Et le ministère est en désaccord avec ça. Ils ne veulent pas approuver notre projet. On a même parlé de mettre une taxe spéciale par camion. Et comme je mentionnais tantôt, c'est des choses qui vont être très difficiles, qui vont aller en cours rapidement parce que le camionnage sur les routes municipales est régi par le ministère des Transports. Alors, d'un côté, ils ne veulent pas nous aider pour réduire pas la vitesse, mais réduire le nombre de camions, réduire la longueur des camions, etc. Puis de l'autre côté, on n'a pas d'aide non plus là, pour une voie de contournement à ce moment-ci. Alors, il faut continuer à travailler avec le gouvernement là-dessus. Il ne faut pas lâcher.
et c'est ce que nous allons faire. Numéro 6. Par ailleurs, en quoi avons-nous besoin de plus de taxes considérant le développement de Hall-sur-Saint-Laurent? Nous avons en peu de temps, augmenté le nombre de payeurs qui sont possiblement déménagés ici en considérant la proximité de la forêt, nature boisée dans leur cours ou presque, mais qui sera changé par des camions. Alors, la forêt ne sera pas changée par des camions. On n'a pas l'intention d'implanter des camions là, dans la forêt. Je vous rassure là-dessus. Et vous savez, les taxes, je vous l'ai mentionné tantôt, Château-Richer, là, on a d'importants retards dans la réfection de nos infrastructures. Et on est sans cesse à courir après les subventions ici et là, tout ce qu'on peut trouver. Là. D'ailleurs, on a eu une belle nouvelle, on a eu 2,4 millions dans le programme FIMO, là, ce qui va aider à continuer la réfection du plateau de l'Église. Et on va avoir besoin, on a aussi 1,4 million en réserve de la TEC là, qui sera appliquée sur les travaux de la rue de l'Église dans un an ou deux, là, lorsqu'on sera rendu là. L'an prochain, on va s'affairer à la rue du Couvent. Alors, faites le tour, allez marcher dans ce secteur-là, là, vous allez voir. Puis, regardez pas seulement l'asphalte, pensez à tout ce qui est en dessous de l'asphalte, c'est ça qui coûte cher à rénover. Et on en a énormément à faire. Là. Vous pourriez prendre connaissance du plan d'intervention qui a été fait à Château-Richer par nos prédécesseurs, qui est assez précis là-dessus. On a énormément d'investissements à faire dans nos infrastructures, beaucoup plus que notre capacité financière. Alors, j'espère que ça répond à votre question sur les besoins de taxes, de revenus de taxes de la ville. Alors, dernière question de Mme Bégin. Vous saviez bien que la carrière sera exploitée pour un maximum de 10 ans encore. J'imagine que vous savez que le boisé a pris plusieurs dizaines et dizaines d'années à se développer. Vous savez sûrement que ce boisé purifie notre air, donne un espace de jeu pour petits et grands. Pourquoi avoir mis fin au partenariat avec l'Université Laval qui confirmait suite au sondage fait auprès des citoyens concernant les besoins des citoyens que les aires naturelles, les espaces verts étaient requis dans notre municipalité? Pourquoi aller à contresens des gens d'expertise? Alors, sur quelles compétences cette décision a été prise? Via un économiste, un directeur de carrière, un propriétaire de terres exploitables, un politicien, qui a jugé que ce partenariat n'avait plus sa raison d'être et les conclusions étaient pertinentes dans notre ville. Bon, je pense qu'il n'y a pas personne qui va à l'encontre. Premièrement, je ne vois pas de partenariat avec l'Université Laval, parce que ça ne m'a pas été mentionné. Là. Personne ne m'a parlé qu'on a un partenariat. Je sais qu'il y a eu une étude faite en collaboration avec des étudiants de l'Université Laval. J'en ai pris connaissance il y a environ 2-3 semaines. C'est la première fois que je la voyais. Alors, elle n'existe pas dans les dossiers de la ville qu'on a. Là, on a fait le tour de tout. Ça n'existe pas. Personne ne me l'a remis non plus lorsqu'on a été élu. Gentiment, un ancien conseiller me l'a remis il y a environ 3 semaines. Il y a des choses intéressantes dans ça qui confirment le besoin qu'on veut, le besoin et la direction qu'on va prendre pour créer ce parc-là. Alors, votre sondage, bon, je pense que ça remonte à 2013. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Personnellement, je n'ai pas vu ça. On ne va pas à contresens de champ d'expertise, je vous l'assure. Et les décisions qu'on prend, c'est tout simplement basé sur la sécurisation du secteur de la Côte-de-la-Chapelle, puis on a seulement une possibilité, et c'est ce qui vous a été montré. Alors, j'espère que je réponds aux questions, Mme Bégin. Maintenant, Mme Geneviève, comme dernière question, Geneviève Barrette-Lebel, pourriez-vous nous présenter les autres options? Quelques questions, il y en a 5. Ça va être assez rapide. Les autres options développées par la firme Stantec pour la voie de contournement. Alors, autre tracé, solution au niveau de la Côte-de-la-Chapelle. Alors, il n'y a pas d'autre option. Alors, votre question numéro 2, est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui ont manifesté leur intérêt pour un éventuel parc industriel, lesquels, avec quel bénéfice pour la ville? 2, la réponse c'est non. Il n'y a pas non plus de projet de superficie ou rien de ça prévu pour un parc industriel. Ce que j'ai mentionné, c'est simplement que dans le pourtour de la route, surtout dans le bois, la seule chose qui sera possible de faire, c'est des espaces commerciaux ou industriels pour ne pas mélanger les usages. Alors, rien d'autre. Il n'y a pas de plan de parc industriel qui existe à la ville. 3, pourriez-vous expliquer exactement en quoi le transport par la Côte-de-la-Chapelle est dangereux? Je pense que je vais l'expliquer beaucoup là, depuis le début, la période des questions. Là, je sais que vous demeurez à Château-Richer depuis un bon bout de temps. Alors, vous avez été sûrement mis au courant du terrible accident qu'on a eu au mois d'août 2018.
Alors, en dire plus, ce serait superflu, je pense. Serait-il possible de rendre public le rapport de la firme Santec? Non, pour l'instant, parce qu'il n'est pas déposé au Conseil, puis c'est tout simplement une étude préliminaire. Et la seule chose qu'on retient là-dedans, c'est qu'il y a seulement un endroit à Château-Richer où on peut avoir une voie sécuritaire. Et c'est ce qu'on vous a montré. Bon, puisque les citoyens avaient été consultés, qu'ils avaient clairement démontré la volonté d'avoir d'accès à des espaces verts et aux fleuves, et que le lieu du boisier de Château-Lapus avait été retenu comme des projets, pourquoi ne pas les réaliser maintenant que vous avez acquis le terrain? Alors, le terrain qu'on a n'est pas celui qui est désiré pour le parc linéaire de la rivière Château-Lapus. Je l'ai mentionné tantôt, il appartient à des privés. Et on n'a jamais eu de contact avec eux. On va probablement les contacter à un moment donné, là. Et pour ce qui est le fleuve, j'en ai mentionné tantôt, on travaille présentement avec le ministère des Transports là, pour le parc riverain des Beaupré. Alors, voilà pour les questions. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de la séance, M. Bourgeois. Et c'est adopté unanimement, M. Gervais. Alors, bonne soirée à tous. À la prochaine.